Bon, eh ben, on va démarrer. Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel séminaire du GDR Radia, donc le GDR sur le raisonnement, l'apprentissage et la décision en intelligence artificielle, donc son nouveau nom là, depuis quelques mois. Et donc, on est heureux d'accueillir Khaled Bellassène, qui est professeur junior à Centrale Supélec, et qui va nous parler de représentation du raisonnement pour la prise de décision et la production d'explications. Donc, Khaled, si tu veux partager ton écran. Et puis, on peut commencer. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc, bonjour mesdames, bonjour messieurs, je suis Khaled Bellassène, je suis professeur junior à Centrale Supélec depuis le 1er février. Avant, j'étais maître de conférence à EDIASIC, à l'UTC, et je vais vous présenter des travaux et des réflexions sur la représentation du raisonnement pour la production d'explications, et dans le cadre spécifique où on veut prendre des décisions. Voilà. Hop. Donc, attendez, avec la barre, je vois pas grand-chose, excusez-moi. Puis je peux pas vraiment la virer. Bon, si. Voilà. Donc, je vais m'occuper du problème où on a une boîte noire avec des entrées et des sorties, et on va essayer d'expliquer les sorties par rapport aux entrées. On pourrait faire beaucoup. Alors, le problème en général est trop difficile, et on pourrait faire beaucoup d'hypothèses sur cette boîte noire pour cerner un petit peu le problème et réussir à dire des choses intelligentes sur cette boîte. Alors, une hypothèse maximaliste, ça serait de dire que cette boîte est déterministe et qu'on a envie d'expliquer parfaitement toutes les sorties vis-à-vis des entrées, et dans ces cas-là, on ferait de la programmation logique inductive, où vraiment on essaye d'écrire des règles qui permettent de tout dire. Et dans un cas, si le cadre est général et qu'on ne sait pas trop ce que représentent les entrées et les sorties, c'est un problème très difficile, on ne va pas réussir à faire grand-chose d'intéressant en un temps raisonnable. Je vais me placer dans un cadre encore plus restrictif, c'est-à-dire qu'on va, pour l'instant, toujours être dans un cadre déterministe, mais en plus, on va supposer que les entrées et les sorties correspondent à une situation de décision, et que la prise de décision est faite sur la base de préférences. Donc, par exemple, les entrées représentent des paires d'alternatives qui peuvent décrire différentes configurations possibles du monde et qui sont décrites suivant différents points de vue. Et la réponse de ma boîte noire, c'est de savoir si j'envoie deux alternatives A et B, si A est préféré à B. Ce problème correspond au problème de l'élicitation des préférences, qui est un problème qui a été étudié depuis une cinquantaine d'années dans différents champs théoriques, celui de la théorie de la décision, donc celui de la psychologie mathématique, et celui de l'aide à la décision attaché à la recherche opérationnelle, en plus d'autres. On peut aussi voir ça on va voir, comme un problème d'apprentissage automatique, et en fait les techniques d'apprentissage automatique, les différentes techniques d'apprentissage automatique peuvent être pertinentes ici. Mais en spécialisant un petit peu le problème, on va voir qu'on peut avoir des réponses que la littérature va nous permettre de mieux cerner ce qu'on peut faire, de mieux répondre aux problèmes, et sachant que le problème, là, je l'ai volontairement pas très bien décrit, parce que je vous dis qu'on veut produire des explications, mais peut-être qu'une explication, donc c'est une description complète dans un langage logique, peut-être que c'est autre chose, et en fait, aparté très important, le problème ou la question de la production d'explications, des explications, est particulièrement protéiforme. Donc, il y a énormément de façons de voir ce qu'est une explication ou ce que doit faire une explication. Donc les deux, en quoi elle consiste. Donc dans une production d'explication, les choses qui sont consensuelles, c'est que il y a quelque chose qui demande à être expliqué, et puis c'est un acte de communication. Donc il y a des locuteurs, il y en a un qui explique, et il y en a qui reçoivent l'explication, les récipiendaires de l'explication. Explainers and explainees en anglais. Et en fait, cette configuration peut correspondre à beaucoup de situations très différentes, recouvrir vraiment des situations très différentes. Et donc là,
on va se focaliser sur celles où il s'agit de décisions. Donc, les explications qu'on veut sont assez sérieuses. Il faut imaginer que si je demande pourquoi tel classifieur m'a dit que c'était un chien et pas un chat, les enjeux sont pas exactement les mêmes que si je demande pourquoi j'ai joué telle main de telle manière au poker et pourquoi j'ai perdu, pourquoi on m'a dit de passer par ici plutôt que par là, que si je demande pourquoi, donc ça pourrait être encore de la décision, hein, mais pourquoi le système de recommandation, moi je suis juge et pourquoi il m'a recommandé de garder Monsieur X en prison, pourquoi moi je fais partie d'un jury, ou je suis président d'un jury d'admission Parcoursup qui doit ranger tous les candidats par ordre de préférence, et pourquoi j'ai décidé que X est meilleur que Y. On sent que ces décisions ont plus d'impact et que du coup, elles impactent en plus des parties tierces au processus de décision, et que du coup, il va y avoir des gens qui sont très motivés par obtenir des explications, et obtenir des explications assez précises quant à la façon dont la décision a été prise. Et en plus, imaginons qu'on soit en France ou en Europe, mais en France, le cadre est plus restrictif encore. En plus, ils sont fondés à le faire en droit. Donc, on va s'intéresser à ce type d'explication. Et l'explication, comme je vous ai dit, c'est un problème où il y a des situations qui requièrent de l'explication. Là, j'en ai décrit de manière informelle. Et il y a aussi des outils qui permettent d'y répondre. Et je pense que le champ est beaucoup structuré. Donc, c'est un champ qui a connu un essor formidable ces dernières années, tout simplement parce que la DARPA, l'administration américaine en charge de l'armement, a mis beaucoup d'argent sur la table à la fin des années 2010, quelques milliards, ce qui a permis à beaucoup de laboratoires de produire beaucoup de travail, beaucoup d'efforts de recherche pour ce qu'on appelle XAI, donc l'intelligence artificielle explicable, sans trop savoir forcément de quoi il retourne. Donc, il y a pléthore d'outils sur table, et les gens ont tendance à penser de l'explication aussi orientée solution, donc en voyant les outils qui sont sur la table. Donc aujourd'hui, je vais poser des outils sur la table. Ils ne sont pas forcément nouveaux, mais ils sont, peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler, ou peut-être que vous en avez entendu parler, vous voulez en savoir plus, mais des outils qui sont un peu différents de la proposition majoritaire, disons, dans ce cadre. Et on va voir les questions que ça permet. Ces outils eux-mêmes vont élargir le champ de ce qu'on pense possible de faire avec l'explication, ou souhaitable de faire avec l'explication, et ça va nous permettre de poser et de répondre à certaines questions. Donc, je reviens à l'excitation des préférences. Et l'excitation des préférences, elle est généralement faite en 2 étapes. La première étape consiste à choisir un modèle. Et un modèle, dans le cadre de l'excitation de préférence, c'est un mot fourre-tout, modèle. Mais ici, un modèle, c'est une famille paramétrique d'agrégateurs, de fonctions d'agrégation. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de différents points de vue sur une situation. Et généralement, donc, ces points de vue vont s'exprimer et on va agréger les informations données par ces différents points de vue, suivant un modèle, et il y en a un certain nombre qui obéissent à un certain nombre de postulats. Donc, les postulats, j'en ai mentionné, l'indépendance préférentielle, l'anonymat, et il y en a plein d'autres. Et il y a des caractérisations, ou en tout cas des résultats que certains modèles possèdent certaines familles paramétriques, du coup, possèdent certaines propriétés, etc. Ce qui est intéressant, c'est que là, on sort de l'approche boîte noire, on rentre dans une approche boîte grise, où ici, on va spécifier le modèle, on va fixer le modèle avant de pouvoir travailler. C'est une hypothèse de travail, on verra que en fait, les explications peuvent aussi permettre de remettre en cause cette hypothèse. La deuxième étape du processus, c'est l'acquisition de données. Hein, donc j'ai des entrées et des sorties, et on va supposer que les entrées et les sorties ont été données avant qu'on cherche à expliquer. Donc l'accès a été passif, il a été fait avant, et on est en fait dans un cadre d'apprentissage supervisé. C'est-à-dire que j'ai déjà des données, des entrées et des sorties, et je cherche à les expliquer. Là, on pourrait faire plusieurs choix quant à la représentation des connaissances, et en particulier de la représentation de cette information préférentielle vis-à-vis de mon modèle. Un premier choix, ça serait de voir la représentation des entrées-sorties qui me sont données comme un problème de contrainte souple. J'ai des objectifs, et là, je me retrouve avec un problème de minimisation de fonction de coût.
où je cherche le meilleur représentant parmi, donc ma famille paramétrique, c'est grand oméga, et je cherche le meilleur représentant, ou un problème qu'on va qualifier de plus rigide, de satisfaction de contrainte, où là, ce que je m'impose comme contrainte de vouloir représenter absolument toutes les entrées et les sorties, et dans ces cas-là, je suis confronté à un problème de calcul de l'espace des versions du modèle connaissant l'information préférentielle. Donc, si j'ai l'espace des versions, je peux prendre, donc j'ai plus un seul petit oméga qui me permet de prendre des décisions, j'en ai tout un ensemble, et si je veux prendre une décision en ayant un ensemble de paramètres, la bonne façon de faire, c'est de faire de l'inférence sceptique, donc de prendre des décisions qui sont valables, quelle que soit la valeur du paramètre dans cet ensemble. Et une autre manière de voir les choses, donc ces réponses nécessaires de la boîte vis-à-vis d'une entrée, c'est de voir que je ne peux pas représenter d'autres sorties, étant donné mon entrée, je ne peux pas représenter et l'information préférentielle et d'autres sorties potentielles pour mon entrée dans le modèle. On voit tout de suite que mon problème de représentation sous contrainte, de satisfaction de contrainte pour représenter un ensemble d'informations préférentielles dans le modèle, peut servir directement d'usine à fabriquer de moteurs à explication, puisqu'on peut voir les ensembles minimaux insatisfiables de contraintes comme des explications. Ça a déjà été fait dans la littérature, par Cook Explained de Ulrich Juncker à AAA en 2004, et par différents papiers de Philippe Bénard et collègues dans les années 2010, qu'on conduit d'ailleurs à des représentations intéressantes pour les solvers SAT. Mais c'est pas exactement ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Ces méthodes aussi ont été exploitées récemment par l'équipe de Ole Hendries à Amsterdam pour fournir des explications fondées sur des mus ou de la réfutation pour des décisions, cette fois-ci multi-agents, dans des problèmes de vote. Mais c'est pas exactement ce qu'on va faire aujourd'hui, parce que ce que je vous propose, c'est plutôt d'aller vers des plus jolies preuves et en fait de regarder le problème inverse, qui consiste à essayer de représenter des entrées-sorties dans le modèle et de poser le problème de décision. Alors ici, c'est décision dans le sens informatique théorique. Peut-on représenter ou non telle information dans tel modèle, et de regarder des certificats de ce problème inverse, et particulièrement les certificats négatifs de ce problème inverse. Un certificat négatif, c'est « je ne peux pas représenter ». Voilà, donc c'est exactement la réponse à la question qui se posait précédemment. Mais si j'arrive à avoir des jolis certificats pour ce problème inverse, je vais peut-être avoir des jolies explications, plus jolies que des mus. On va dire que les mus, c'est pas présentable. Donc, je vais vous présenter d'abord un premier travail mené en ce sens dans le cadre du modèle additif. Alors, le modèle additif, on va voir ce que c'est. Le modèle additif robuste, c'est celui qui correspond à l'inférence sceptique que je viens de vous présenter. Donc là, je vais particulariser un petit peu ma situation de décision. Imaginons que je suis un scientifique en vadrouille, que je me rends à une conférence et que je dois choisir un hôtel. Alors là, j'ai restreint le problème. Il y a peut-être une notion d'impliquant premier qui arrive ici. C'est-à-dire que ici, j'ai décidé que mon problème de choix d'hôtel, la préférence entre deux hôtels, ne va dépendre que du confort, de la présence ou non d'un restaurant, du temps de trajet pour aller en centre-ville et du prix de la chambre. Par exemple, la compagnie à laquelle l'hôtel appartient ou le style de la chambre ne rentre pas en ligne de compte ici. C'est un choix de modélisation, ou alors que j'ai constaté. Et le genre de question que je vais me poser, c'est est-ce qu'un hôtel qui obtient les scores de 2 étoiles en confort, où le restaurant est présent, où je suis à 20 minutes du centre-ville et je dois payer $50 la nuit, dois-je le préférer à un hôtel qui est plus confortable, un 5 étoiles, où il y a un restaurant, je suis plus loin du centre-ville à 50 minutes et je paye très cher ma chambre, mais peut-être pas très cher pour un 5 étoiles, à $170 la nuit. Et la deuxième query, la deuxième requête est du même ordre. Donc ici, je suis dans la démarche de boîte grise dont je vous parlais. Donc je fais l'hypothèse que mon modèle de préférence est un modèle basé sur la valeur. Donc il existe une fonction numérique qui me permet d'évaluer les différentes alternatives. Et le score je vais préférer X à Y si le score de X est plus grand que le score de Y.
c'est une manière efficace de représenter la transitivité des préférences, ou d'imposer la transitivité des préférences. On perd en expressivité, on perd en manière de réfléchir, en tout cas en expressivité dans la représentation du raisonnement. On gagne pas mal en efficacité avec ce genre de modèle. Donc c'est un modèle qui, on va dire, a pignon sur rue en élicitation des préférences, même s'il y en a d'autres. Et je vais faire l'hypothèse de surcroît que ce modèle de valeur est additif. C'est-à-dire que la valeur de l'alternative X, ici ma chambre d'hôtel, elle peut se décomposer additivement en la somme des valeurs de l'alternative X sur les différents critères. Donc par exemple, je suis en train de dire que la valeur, là, vous voyez, là, dans mon information préférentielle, j'ai une première requête et j'ai une première alternative, 4 étoiles, pas de restaurant, 15 minutes du centre-ville, $180 la nuit. Je fais l'hypothèse que la valeur de cette chambre d'hôtel, enfin de cette alternative, de cet hôtel, c'est la valeur de 4 étoiles, plus la valeur de l'absence d'un restaurant, plus la valeur des 15 minutes, plus la valeur des $180 que j'accorde aux $180. C'est une hypothèse assez restrictive, hein, c'est l'indépendance forte entre les critères, et en particulier, elle interdit l'interaction entre les critères, dont on pourrait parler par ailleurs. Mais là aussi, c'est un modèle qui a vraiment pignon sur rue. Si on fait l'élicitation des préférences, c'est le premier modèle historiquement qui a été étudié. C'est le modèle que tout le monde recommande plus ou moins chaudement d'essayer en premier lieu. C'est aussi le modèle que les apprentisseurs préfèrent. Donc ici, hein, on a une représentation linéaire dans l'espace des paramètres et dans l'espace des requêtes, et dont on aimerait bien qu'elle fonctionne. Donc on va l'essayer, et c'est ce modèle-là qu'on va utiliser. De surcroît, j'ai ici, en plus du modèle, dans ma boîte grise, je peux ajouter la connaissance du domaine. Je sais que toute chose égale par ailleurs, il vaut mieux et donc le fait de pouvoir raisonner toute chose égale par ailleurs, c'est une caractéristique du modèle additif. Je préfère les chambres confortables à celles qui ne sont pas confortables. Je préfère qu'il y ait un restaurant plutôt qu'il n'y en ait pas. Je préfère être près du centre-ville plutôt que d'en être éloigné. Et je préfère payer moins cher que plus cher. Donc, j'ai ces informations de domaine qui sont générales, qui vont pouvoir s'appliquer. Et je peux aussi avoir de l'information préférentielle sous la forme de comparaison holistique. C'est l'hypothèse que je vais faire ici. C'est-à-dire que j'ai étudié depuis ma boîte noire que si je rentre en entrée la paire qui correspond à pi1, donc l'hôtel à gauche, l'hôtel à droite, et ben ma boîte noire, ici je peux imaginer que la boîte noire c'est un décideur qui est un humain, il y a un humain qui est caché dans la boîte, ma boîte grise. Je peux imaginer que c'est une machine qui est cachée dans la boîte, mais je ne sais pas ce qu'il y a dans la boîte, et je peux imaginer que ma boîte a répondu que dans ces cas-là, si je présentais ces deux hôtels, je préférais celui de gauche à celui de droite, et que j'ai obtenu ces trois informations. Donc ici, c'est un problème classique. A priori, mes fonctions d'utilité, mes fonctions de valeur, là, elles sont par exemple, elles vont affecter une utilité à toutes les valeurs possibles pour le confort, toutes les valeurs possibles pour la présence ou non d'un restaurant, toutes les valeurs possibles pour le temps de trajet et toutes les valeurs possibles pour le coût des chambres. Donc, on est en R puissance beaucoup, mais on est dans un espace vectoriel, on a un modèle linéaire dans ce R puissance beaucoup. Et en fait, ici, on n'est pas dans R puissance beaucoup, on est dans R puissance 6, puisqu'il va me suffire de représenter la différence de valeur entre 2 étoiles et 4 étoiles en confort, la différence de valeur entre oui et non pour un restaurant, la différence de valeur entre 15 minutes, 30 minutes et 45 minutes sur l'échelle des temps de trajet, et entre $50, $100 et $180 sur les valeurs de chambre. Donc, ça nous donne R puissance 6. Et dans ce R puissance 6, qui aurait pu être R puissance beaucoup, mais je m'évite ce travail, une comparaison par paire, telle que celle qu'on peut voir, la pi1, pi2, pi3, va partitionner l'espace des paramètres de manière linéaire. L'indifférence entre mon membre de gauche et mon membre de droite va se traduire par un hyperplan dans l'espace des paramètres. Et d'un côté de l'hyperplan, je vais avoir l'endroit où je préfère la première alternative. De l'autre côté de l'hyperplan, je vais avoir l'endroit où je préfère la deuxième alternative. Du coup, mon information préférentielle, elle va être représentée par un polytope de paramètres admissibles dans l'espace des paramètres, ainsi que ma connaissance du domaine.
Donc, j'ai un polytope. Et du coup, répondre à une requête, donc une fois que j'ai mon polytope de valeur admissible, une requête, c'est aussi un partitionnement de mon espace des paramètres. Et l'hyperplan qui partitionne, soit il coupe mon polytope admissible, soit il ne le coupe pas. S'il ne le coupe pas, ça veut dire que mon polytope des espaces admissibles est complètement d'un côté, et ça veut dire que je vais avoir une réponse nécessaire à une requête. S'il le coupe, ça veut dire qu'à l'intérieur de mon espace paramètre, je vais avoir, j'ai une ambivalence, les deux réponses sont possibles, et cette situation, je vais pouvoir la déterminer en résolvant un programme linéaire, donc que je peux faire en temps polynomial. Donc je peux répondre aux requêtes, et je sais que les requêtes que j'avais présentées sur la page précédente, je vais avoir une réponse négative à la première requête. En fait, mes deux hôtels sont possiblement préférés à l'un à l'autre dans les deux sens. Ils sont incomparables compte tenu du peu d'informations préférentielles dont je dispose. Et ma deuxième requête, j'ai une préférence nécessaire que je peux établir entre le premier hôtel par rapport au deuxième. Mais là, je suis en train de vous le dire parce que j'ai résolu un programme linéaire et vous pouvez me demander, oui, mais pourquoi vous me répondez ça? Donc là, le problème d'explication arrive ici. Et ici, je vais essayer de répondre à ce problème d'explication en vous donnant des certificats du fait que la réponse à la première requête est négative, du fait que la réponse à la deuxième requête est positive. Je ne vais pas m'intéresser au premier certificat, au certificat négatif, parce que je vais faire l'hypothèse qui en réalité est fausse, mais c'est pas grave, que c'est un problème facile, dans le sens que il me suffit d'exhiber un jeu de paramètres qui donne une réponse, une préférence dans un sens, et un jeu de paramètres qui donne une préférence dans l'autre sens, pour répondre favorablement au fait qu'il y a incomparabilité entre mes deux hôtels. Donc, c'est facile à certifier. Par contre, produire un certificat pour une décision nécessaire, là, c'est vrai pour tous les paramètres, ça peut sembler difficile. Dans tous les mondes possibles, je vais préférer le premier hôtel au deuxième. Là, on peut penser qu'il y a besoin de prouver la régularité procédurale, de prouver le fait que, vous n'avez pas envie de vous aussi avoir à résoudre un programme linéaire, vous vérifiez que j'ai bien fait mon travail. Donc, à quoi peut ressembler une telle preuve? Alors, en réalité, les techniques vont venir du fait que la programmation linéaire, c'est un problème de résolution de contraintes particulier et pour lequel on a un résultat de dualité forte qu'on va exploiter. Et si on représente correctement le fait, notre information du domaine et notre information préférentielle, donc on peut les représenter. Donc vous voyez ici, par exemple, je vous ai dit qu'on peut se restreindre à R puissance 6, puisqu'il n'y avait que peu de choses à représenter. Et je vais pas arbitrairement, mais parce que ça marche, représenter mon information de dominance ici par un +1, qui va dire que je préfère dormir dans une chambre 4 étoiles que dans une chambre 2 étoiles. Ici, un +1 qui dit que je préfère être dans un hôtel qu'un restaurant, que pas de restaurant. Ici, je vais encoder le fait que donc dans ma première requête, les points forts, c'est que ma première chambre est plus confortable que la deuxième. Donc ici, c'est un avantage et je vais mettre un +1. Mais par contre, mon deuxième hôtel, il n'a pas de restaurant, il est désavantagé du point de vue du restaurant, je vais l'encoder par un -1. Et il est très désavantagé du point de vue du temps de trajet. Il est très avantagé du point de vue du temps de trajet. Donc il est avantagé. Son avantage recoupe le fait de passer de 15 à 30 minutes et celui de passer de 30 à 45 minutes. Donc ici, j'ai 2 +1, ici, j'ai 2 -1. C'est comme ça que j'encode l'API. Et en réalité, je peux représenter une requête de la même manière. Ma requête, je peux regarder quels sont les points forts et les points faibles du premier hôtel par rapport au deuxième. Et en réalité, je peux me rendre compte que cette requête peut s'exprimer comme une combinaison linéaire à coefficient positif des autres requêtes. Et ça, donc il est facile de prouver que si je dispose d'un tel certificat, alors j'ai une réponse favorable à ma requête. C'est plus difficile, mais c'est un résultat de dualité forte de montrer que c'est toujours le cas. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est une explication? Clairement, c'est une preuve. Et c'est une preuve. Alors, c'est une preuve partielle. C'est un élément de preuve
pour prouver que cet hôtel est bien nécessairement préféré à celui-ci. C'est un élément de preuve dans le sens que si je dois m'adresser à un collègue spécialiste en décision, je peux lui écrire ce certificat et le renvoyer à l'article qui va bien dans Theory and Decision, qui va lui permettre de décrypter cette preuve. Je peux aussi refaire la démonstration dans le cas particulier de cette preuve pour montrer que ça marche. Je peux laisser mon collègue s'assurer que la preuve est correcte dans le journal. Si j'ai affaire à un étudiant de master, je peux à peu près lui demander la même chose, le travail d'aller lire la preuve dans le journal. Si j'ai affaire à quelqu'un qui est moins calé dans les problèmes de résolution de problèmes linéaires sous contrainte, alors en fait la lecture de la validité de la preuve, elle est assez facile. Je peux la déplier comme des inégalités linéaires que je somme terme à terme, et ça, on sait qu'on a le droit de le faire, on apprend en classe de 4e qu'on a le droit de le faire. Donc, je peux réussir à dérouler cette preuve de manière compréhensible pour quelqu'un, disons, qui aurait un niveau baccalauréat en mathématiques. Vous voyez que donc, ce certificat, c'est plus ou moins une preuve, suivant à qui je m'adresse. Est-ce que c'est une explication? À vous d'en juger. On peut faire un petit peu mieux que ça et la présenter, mettre un enrobage autour de ce certificat, de manière à ce qu'il soit plus compréhensible par des personnes qui sont moins versées en mathématiques. Alors, vous allez voir qu'on va gagner en lisibilité, mais on va quelque peu perdre en capacité du lecteur de la preuve à s'assurer qu'elle est juste. Donc, je vous montre le procédé. On va ranger bien l'information dans un tableau et on va voir que tout se passe bien. Donc, dans mon tableau, j'ai rangé mes comparaisons par paire d'hôtels. J'ai rangé Pi2 et Pi3, qui sont mon information préférentielle. Donc, vous voyez que dans la preuve précédente, mon information préférentielle, Pi2 et Pi3, elles étaient représentées par Pi2 étoile et Pi3 étoile, qui étaient les représentations sous forme de covecteurs dans ce tableau, qu'il faut que je passe un certain temps à expliquer. J'ai plus ce problème ici, je les représente directement dans mon tableau, et j'ai ajouté D1 et D2 qui sont en fait des affirmations qui ont lié à la dominance. Vous voyez que pour D1, par exemple, l'hôtel de gauche, il est meilleur ou au moins aussi bon en tout point que l'hôtel de droite. Je suis aussi confortable, j'ai un restaurant que de l'autre côté, j'en ai pas, je suis plus proche du centre-ville et je suis moins cher. Clairement, je suis préféré. Pareil pour D2. Donc, ces 4 informations, elles sont, on va dire, indiscutables. Je les mets dans mon tableau, je les range bien en colonnes. On peut raisonner, donc je vous ai dit, une des caractéristiques du modèle additif, c'est qu'on a le droit de raisonner toutes choses égales par ailleurs. Donc je vais raisonner toutes choses égales par ailleurs dans chaque ligne. Par exemple, la première ligne, vous voyez que les 2 hôtels que je compare, dans Pi2, ils ont un confort de 4 étoiles. Si je raisonne toutes choses égales par ailleurs, je peux dire que toutes choses égales par ailleurs, je préfère un restaurant qui n'a pas, un hôtel qui n'a pas de restaurant, qui a 45 minutes du centre-ville, mais dont la chambre coûte $50, à un hôtel qui possède un hôtel qui a 15 minutes du centre-ville, mais dont la chambre possède $100. Ce toutes choses égales par ailleurs, ça veut dire que je peux omettre l'information sur le confort, et je peux, donc là c'était 4 étoiles, mais ça aurait pu être vrai pour un 2 étoiles, un 3 étoiles, n'importe quoi. Donc je les omets pour l'instant, et vous voyez que je peux faire ça sur toutes les lignes. Donc là, pour l'instant, j'ai effacé de l'information, en simplifiant dans chaque ligne ce qui revenait des 2 côtés. Je m'autorise à faire le même genre de simplification, mais entre des choses maintenant qui n'apparaissent pas dans les mêmes lignes. Par exemple, ici, le fait qu'il n'y ait pas de restaurant, dans la première ligne, je vais le simplifier, l'annuler, le neutraliser, avec l'absence de restaurant qui apparaît à la deuxième ligne. Je m'autorise à faire ça, normativement. Alors, en réalité, là, je suis en train d'utiliser la propriété de simplification de tout ordre du modèle additif. J'ai le droit de faire ça dans le modèle additif, mais là, ça devient quasiment, en fait, caractéristique du modèle additif robuste, ce qu'on est en train de faire. Donc, je le fais, je fais disparaître toutes ces informations, et au miracle, il ne reste plus grand-chose des 2 côtés. Il reste plus, j'ai fait disparaître ce qui est en grisé, il ne reste plus que ce qui est en noir, et si je fais descendre tout ce qui est en noir, bah, j'obtiens qu'un hôtel pour lequel le confort est de 2 étoiles, pour lequel il y a un restaurant qui est à 20 minutes du centre-ville et qui coûte, dans la chambre coûte $50, est nécessairement préféré. Une chambre, 4 étoiles, sans restaurant, 35 minutes et $120 la nuit. Donc j'obtiens la conclusion que je voulais. Alors on peut faire encore mieux que ça, et en réalité on peut omettre les affirmations liées à la dominance, et on peut les rétablir à la volée
si besoin est. Bon, je ne vous montre pas comment, mais on peut simplifier encore le schéma. Et en fait, l'explication, elle est assez concise. Et mon certificat, là, il devient plus lisible, enfin, à vous d'en juger, mais il devient, je pense, plus lisible que le certificat sur l'écran précédent, qui était sous la forme d'une égalité vectorielle, entre formes linéaires, en fait. Si vous êtes un spécialiste, vous préférez, à mon avis, ceci dans un papier, et si vous êtes monsieur tout le monde, vous pouvez préférer cette façon de raisonner. Donc cette façon de raisonner, en fait, hein, c'est on crée des multi-ensembles de points forts. Le raisonnement toutes choses égales par ailleurs, c'est qu'on avait des ensembles où on enlevait les choses qui étaient communes d'un côté et de l'autre. Maintenant, on a des multi-ensembles de choses qui sont communes parmi les pour et les contre, et on fait des simplifications dans des multi-ensembles, et on vérifie des égalités entre multi-ensembles pour raisonner. Cette façon de raisonner, donc la première chose intéressante, c'est que en fait, on dispose de schémas d'explications. On a ce que je vous ai montré, ce sont en fait des templates génériques dans lesquels il n'y a plus qu'à remplir les cases, et c'est le schéma qui s'assure structurellement de la validité de l'explication ou non. En gros, on est passé d'un raisonnement pour lequel on avait besoin d'un solveur linéaire à quelque chose qu'on code en quelques lignes de prologue. Donc on a deux schémas, hein, avec la dominance, un sans la dominance. Ces schémas sont corrects, dans le sens que si mon information préférentielle est cohérente avec le modèle additif, quelque chose que j'explique correspond effectivement à une relation de préférence nécessaire dans le modèle additif. Donc, cette correction, elle est très importante. Je ne peux pas raconter n'importe quoi avec ce schéma. C'est mieux que correct, c'est complet et correct. C'est-à-dire que je peux expliquer tout avec ce schéma. Donc ça, c'est des très bonnes propriétés pour mon schéma d'explication. Computationnellement, vérifier le schéma, c'est facile. Hein, c'est des égalités entre multi-ensembles. Enfin, c'est facile. C'est facile pour une machine. Est-ce que c'est facile pour un humain? C'est une autre question. Si on l'aide un peu, c'est facile, je pense. Trouver l'explication la plus courte possible, c'est un problème NP complet. Alors, un truc que je ne vous ai pas montré, c'est que c'est complet à condition d'autoriser des répétitions et des prémices et de la conclusion. Ça peut être assez inélégant. Et trouver on peut définir ce que c'est que la longueur d'une explication et trouver la plus courte, ça devient un problème combinatoire difficile. Si on veut se restreindre par exemple, à des conclusions où il n'y a pas de répétition ou à un certain nombre de prémices, on est plus complet. Donc, il y a un compromis à trouver entre la complétude du schéma et la difficulté de lecture du schéma et la difficulté de calcul du schéma. Si on décide que NP complet, c'est facile computationnellement, ce qui est le cas ici, hein, et que ce n'est pas une bonne raison de mettre une borne, la borne, elle sera cognitive. Combien de lignes je peux autoriser dans mon schéma? Bon, il me semble que cette illustration montre tout d'abord ce qu'on peut faire dans le domaine de la preuve, de l'explication comme preuve. Ici, on a des explications qu'on peut caractériser de probantes. Donc, si j'explique, je prouve. Et on voit qu'on a des problèmes. Donc, si j'ai une explication probante, la condition sine qua non pour en avoir une, c'est la correction donc, qui est écrite sur ce transparent. Le deuxième indicateur de performance de ce genre d'explication, c'est la complétude, à quel point j'arrive à expliquer tout ce que je voudrais expliquer, à quel point mes explications sont compréhensibles et à quel point j'arrive à les calculer. Donc le calcul ici, c'est plus vraiment un enjeu, surtout si on est en décision multicritère, parce que là, on a peu de colonnes en fait hein, dans le domaine. Si on est en décision multi-agent et qu'on veut expliquer un vote, ça va devenir plus compliqué, surtout s'il y a des millions de votants, donc ça peut être un enjeu ou non. À mon sens, la simplicité passe au second plan derrière la correction et la complétude de mon schéma formel. Dans le sens que si je veux une preuve, voilà, la question c'est qu'est-ce que je suis prêt à payer pour avoir une preuve? Je veux les rendre les plus compréhensibles, aussi compréhensibles que faire se peut, mais il faut quand même que je garde d'abord cette correction, ça c'est sûr, et de préférence cette complétude. Donc là, je pense que j'atteins les objectifs sur le fait de fournir une preuve. Maintenant, une preuve, ça reste assez désagréable à lire. On peut se satisfaire de ce genre de travaux, ou on peut dire, OK, c'est bien, mais quelque part, pour accepter ce schéma, il faut que j'accepte de raisonner comme il y a marqué dans le schéma.
Et je vois pas très bien pourquoi normativement, pourquoi cette façon de raisonner a des bons principes que je devrais accepter. Et là, on est en train de voir la différence qu'il y a entre s'assurer de la régularité procédurale. Donc là, du point de vue normatif, du fait que j'ai décidé de raisonner conformément au modèle additif robuste, là, je viens de vérifier la régularité procédurale de mon affirmation, c'est-à-dire que cette affirmation correspond bien à l'application de ce modèle, mais je n'ai pas réussi à interroger, et j'aimerais bien peut-être le faire, à interroger la pertinence du modèle vis-à-vis du monde réel. Pourquoi il est raisonnable ici de raisonner avec le modèle additif, même s'il est robuste. Donc, et c'est un problème qu'on a en général. Hein. Donc ici, qu'on a un problème de machine learning ou un problème d'aide à la décision, je le dis, c'est un peu la même chose. Et pour arriver à prendre une décision, avoir une fonction de décision, une fonction d'agrégation, en fait, je vais faire des hypothèses. Généralement, les explications essayent ont pour cible la fonction de décision, la fonction d'agrégation qui est à l'étage supérieur, mais ne permettent pas de remonter aux hypothèses de modélisation et de vérifier l'adéquation générale de ces hypothèses de modélisation vis-à-vis du monde réel. En plus, un autre problème qu'on a, c'est que généralement, les modèles d'explication qui sont fournis ciblent explicitement ou implicitement des modèles linéaires de décision, tels que je vous ai présentés précédemment. Et donc là, je pense qu'il y a deux défis qui nous attendent et qu'on va relever dans la suite de l'exposé. C'est premièrement d'aller voir des modèles de prise de décision qui ne sont pas linéaires. Parce que ceux-là, ils mettent en échec, pour ne pas les nommer, les Lime et les Chap, qui sont les outils qui ont pignon sur rue. Et d'autre part, on aura besoin d'une façon de faire, de procéder qui permettent d'aller non plus prouver, mais qui soit probatoire vis-à-vis des hypothèses du modèle. Donc là, je vais vous montrer ce qu'on peut proposer dans ce domaine. Et pour ça, d'abord, je vais vous introduire un modèle de prise de décision qui n'est pas linéaire, qui est très simple, mais qui n'est pas linéaire. En tout cas, il est linéaire vis-à-vis de ses paramètres, mais il ne va pas être linéaire vis-à-vis des situations d'entrée. Donc imaginez que j'ai 4 agents, Alice, Bob, Charlie et Dora, qui veulent se mettre d'accord sur des activités. Et je ne sais pas si c'est une bonne idée ou non, on verra, qui ont décidé de procéder de la manière suivante. Chacune, donc, elles ont le choix entre un certain nombre d'activités. Ici, on va en mettre 3, airsoft, basket et vélo. Et chacune va donner une note à ces activités. Et on va essayer d'agréger ces notes de manière à faire plaisir à tout le monde. On va se fonder sur une famille de fonctions d'agrégation que certains appellent les OWA, Ordered Weighted Average Operator, donc les opérateurs fondés sur des moyennes ordonnées. Ces modèles sont appelés autrement dans différents domaines. Donc, OWA, c'est plutôt en multicritères. En décision dans l'incertain, on parle de Rank Dependent Utility Model, donc utilité dépendante du rang, mais c'est le même modèle fondamentalement. Ou en multi-agent, ça arrive qu'on parle de Generalized Gini Index, donc les indices de Gini généralisés. Et il se trouve que la famille d'OWA contient en son sein l'indice de Gini, donc ce nom est légitimé. Et donc voilà, il est connu sous plein de noms. Comment ça marche ? Ben, c'est encore un modèle paramétrique où il y a peu de paramètres. Il y a encore, comme pour le modèle additif, il y a un paramètre par point de vue. Mais ici, si j'étais dans le modèle additif, j'aurais le poids d'Alice, le poids de Bob, le poids de Charlie et le poids de Dora. Ici, pour un OA, j'ai aussi un jeu de poids, mais en fait, je vais appliquer des poids à l'agent le plus mécontent, un poids pour le deuxième agent le plus mécontent, un poids pour le troisième agent le plus mécontent, et un poids pour le quatrième agent le plus mécontent, c'est-à-dire l'agent le plus content. Avec cette façon de procéder, je peux représenter le maximum, je mets tous les poids sur l'agent le plus content, le minimum, tout le poids sur l'agent le moins content, n'importe quel quantile en fait. Je peux représenter la moyenne arithmétique, je mets le même poids pour tout le monde, et je peux aussi représenter l'indice de Gini et plein d'autres choses en fait. Donc si j'impose au poids d'être décroissant, donc décroissant, ça veut dire que je mets plus de poids à un agent plus défavorisé qu'à un agent qui est favorisé, je vais implémenter une notion d'équité, on va voir laquelle,
Donc, c'est intéressant. Ce modèle est intéressant et est utilisé généralement pour implémenter des notions d'équité. C'est aussi un modèle qui est anonyme vis-à-vis des agents. Donc, je vous montre comment ça marche en vrai. Donc, si je choisis de mettre les poids 0,35 pour l'agent le plus défavorisé, 0,3, 0,2, 0,15 dans l'ordre. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est réordonner mon tableau de l'agent le plus mécontent vers l'agent le plus content. Et je vais appliquer le poids 0,35 à la note de l'agent le plus mécontent, 0,3 au deuxième, etc. Et je vais obtenir un score pour chacun des agents qui va me permettre de dire que le basket est préféré au vélo, qui est préféré à l'airsoft. Donc, je vais avoir un préordre total grâce à ces scores. Donc, on va voir de quelle notion d'équité il s'agit ici. Mais j'ai envie d'expliquer les issues de ce modèle. Donc, par exemple, je voudrais vouloir expliquer pourquoi le vélo est préféré à l'airsoft. Je pourrais évidemment appliquer cette procédure. C'est pas très difficile, il suffit de faire un tri, faire des produits scalaires et comparer les scores pair à pair. C'est exactement ce que je viens de faire. Ça a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que pour faire ça, j'ai besoin du vecteur de poids. Et le vecteur de poids, pour l'obtenir, je dois payer cher. Enfin, pour l'obtenir et vous le fournir, je dois payer cher. Déjà, pour l'obtenir, je dois payer cher parce qu'on peut imaginer que j'ai besoin de beaucoup d'informations pour avoir une procédure de calcul, qu'elle soit dure ou souple, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, soit basée sur des contraintes de l'information préférentielle, soit basée sur de l'apprentissage sur des données. Il va me falloir beaucoup de données pour avoir une bonne connaissance de ce vecteur de poids. Et de toute façon, comme je ne suis pas à l'infini, j'ai une connaissance, dire que je connais précisément ce vecteur de poids, c'est fallacieux. Je connais ce vecteur de poids modulo une certaine imprécision qui vient, donc, que je peux voir comme la taille du polytope si je regarde mon problème sous contrainte, que je peux voir autrement si j'utilise une approche souple, mais de toute façon fallacieuse. Et c'est intrusif dans le sens que moi, peut-être que mon jeu de poids, j'ai pas envie de vous le révéler. Et là, on rejoint les problèmes de privacy, de confidentialité des données. Peut-être que j'ai pas envie de vous révéler complètement mon jeu de poids pour plein de raisons. Et peut-être que je peux faire des choses plus intéressantes si je vous révèle de l'information partielle. On a vu précédemment que gérer de l'information préférentielle sous forme de contraintes, en fait, ça nous permettait d'expliquer, mais ça peut permettre aussi à plusieurs agents de se mettre d'accord, parce que comme ça, ils n'ont pas besoin de se mettre d'accord sur quelque chose de trop précis, mais sur des informations un peu moins précises. Ça peut permettre aussi de préserver la confidentialité, donc c'est une bonne façon de faire. Je ne vais pas vous refaire le topo, mais ça marche bien. Donc, au lieu de raisonner sur ce jeu de poids, on va cacher ce jeu de poids et on va utiliser de l'information préférentielle. Ici, l'information préférentielle que je vais utiliser, c'est que le... Alors, c'est le basket qui est préféré au vélo. Hein. Excusez-moi, l'information est fausse sur ce transport. Ça ne change pas grand-chose. On va pouvoir conclure les deux côtés. Dans l'exemple précédent, c'était le contraire. Donc, on va dire que le vélo est préféré au basket, ce qui est compatible avec mon jeu de poids. Et on va voir comment je peux raisonner avec cette information préférentielle. Puisque mon modèle est anonyme, en fait, dire que c'est le vélo, le vecteur du vélo qui est préféré au vecteur du basket, c'est la même chose que dire que le vecteur ordonné du vélo est préféré au vecteur ordonné du basket. Donc, je réordonne mon information. Et là, mon information préférentielle, je vais l'interpréter toutes choses égales par ailleurs, de manière limitée, on va voir comment, mais que, en fait, je peux accepter de prendre une unité à l'agent le plus défavorisé, au troisième agent le plus défavorisé, donc passer ici de 6 à 5 et de 16 à 15, pour donner 2 unités au deuxième agent le plus favorisé. Donc, je peux interpréter cette préférence de cette manière-là, et je peux dire que cette préférence, elle est valable, toutes choses égales par ailleurs. Donc, en fait, je m'en fiche de savoir à partir d'où je l'applique, cette translation. C'est bien une translation, hein. Ici, je suis parti de 6, 13, 16, 16, mais je pourrais partir d'ailleurs. Ce raisonnement reste légitime. Je mets un bémol, c'est légitime tant que ça préserve l'ordre social. Dans la littérature sur l'équité, c'est une restriction qui est faite ou pas de temps en temps. Ici, je vais dire que, pour plusieurs raisons, je vais dire que je vais essayer de préserver l'ordre social, c'est-à-dire que de donner 2 unités au deuxième agent
et d'en enlever une au troisième, ça ne doit pas permettre au deuxième agent de devenir plus riche que le troisième, plus content ici. Et ça va me permettre de calculer, de fabriquer une explication qui va être fondée sur une chaîne transitive de transfert. Donc, vous voyez déjà que, enfin, je vous ai déjà mis en scène le fait que pour passer de airsoft à airsoft ordonné, j'ordonnais. Et donc, le passage 1 entre airsoft qui est tout à gauche et la deuxième, l'alternative du milieu, c'est une permutation. Et par hypothèse, mon modèle est anonyme, donc j'ai le droit de faire des permutations sans changer de résultat. Donc je sais que ici, ma première transformation correspond à une indifférence en termes de raisonnement sur les préférences. De la même manière, la quatrième, ici, tout à droite, c'est la transformation qui permet de passer de 6, 13, 16, 16 à 6, 16, 13, 16, c'est une permutation des agents. Mon modèle est anonyme, c'est une indifférence. Donc il me reste deux transformations ici à expliquer. Ma transformation qui permet de passer de 7, 11, 16, 17 à 6, 13, 15, 17, c'est exactement la translation qui enlève 1 au premier agent, donne 2 au deuxième agent, et enlève 1 au troisième agent et ne change rien pour le quatrième. Et par hypothèse, c'est mon information préférentielle. Je sais, d'après l'information préférentielle, que ceci est un compromis acceptable. Ça se discute et c'est bien là où je veux en venir. Mais si j'applique les principes du modèle, je sais que j'ai le droit de dire que ici, passer d'une alternative à l'autre, c'est un compromis acceptable, donc la deuxième sera préférée à la première. De la même manière, ici, pour passer de 6, 13, 15, 17 à 6, 13, 16, 16, je prends à l'agent le plus riche, le plus content, et je donne à un agent qui est plus mécontent, ici, le troisième agent. Ça, c'est ce que j'appelle, avec un sourire, un transfert de Robin des Bois. Et si en fait, mon principe d'équité, c'est celui d'accepter les transferts de Pigou-Dalton. Les transferts de Pigou-Dalton, c'est exactement ça. Hein. C'est prendre aux riches pour donner aux pauvres. Et là, je dois accepter que ceci est un transfert acceptable et que donc, c'est un compromis acceptable et que donc, l'alternative de droite est préférée à l'alternative de gauche. Donc, à la fin, j'obtiens que j'ai une indifférence, une préférence dans un sens, encore dans un sens et une préférence. J'obtiens que Airsoft doit être moins préféré que le vélo. Donc, voilà une manière de raisonner et d'expliquer pourquoi le vélo doit être préféré à l'airsoft. Et ça me fournit un moteur d'explication qui est un peu différent par nature de celui que je vous ai présenté précédemment. Ici, une explication, c'est un plan. C'est un plan qui enchaîne des actions, et les actions, elles relient des alternatives. Le fait que... il y a plein de choses là-dedans. D'abord, mes actions individuelles, elles se conforment au principe du modèle. Par ailleurs, ici, je raisonne avec des préférences. Je fais l'hypothèse normative que ces préférences sont transitives. Et c'est ce qui m'autorise à chaîner ces actions, à dire que ça respecte la préférence, et chacune des actions est légitime ou est légitimée par les postulats du modèle. Donc, ma correction, elle est structurelle ici. C'est par conception de mon moteur d'explication, je vais fournir des explications qui sont correctes vis-à-vis du modèle. Je prétends qu'on est un peu meilleur que le cas précédent, hein, avec mes annulations dans un tableau, là, en termes de simplicité. Pourquoi ? Parce qu'on a mis en œuvre, en fait, la transitivité m'a permis en œuvre de découper le problème de préférence pour prouver. J'avais un problème de préférence qui me paraissait difficile, je l'ai coupé en deux, ou je l'ai coupé en plus que deux, grâce à la transitivité. Donc, je divise pour régner, et chacun de mes sous-problèmes ici est en fait plus simple que mon problème de départ. Ça me permet d'aller vers mon explainee, la personne à qui j'essaye d'expliquer, et d'abaisser la barrière cognitive de l'explication. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet à celui qui reçoit l'explication de s'assurer que de la légitimité et du modèle et de l'explication.
Ici, on a à la fois de la régularité procédurale. Hein, est-ce que chacun de mes actions se conforme au template qui est jugé légitime? Mais en plus, ici, on pourrait par exemple dire que non, l'anonymat finalement c'est pas bien pour ce modèle parce que on est en train de chercher une activité, mais en fait c'est l'anniversaire de Charlie, donc il n'y a pas de raison que ce soit anonyme. On veut faire plaisir à Charlie avant tout. Donc finalement c'est pas l'anonymat dont je veux. Ou alors c'est pas le principe d'équité que j'ai envie d'implémenter. C'est pas comme ça que je voyais l'équité. Ou cette histoire de toute chose égale par ailleurs, elle me semble pas raisonnable. C'est-à-dire que c'est pas pareil de passer de 5 à 6 que de passer de 13 à 14. Donc ça permet à celui qui reçoit l'explication de la remettre en cause. Et là, on voit l'embryon d'un raisonnement non monotone qui est en train d'apparaître. Et c'est ça qui est intéressant, à mon avis, avec ces explications. Bon, je vous épargne les variantes et les travaux en cours sur ces modèles. Eno Iquilo, Sébastien Dester, qui moi-même on travaille dessus pour ces modèles qui sont équitables et anonymes. Donc, si j'autorise seulement des actions qui sont des actions d'anonymat sur les permutations et des transferts de Robin des Bois, j'arrive à expliquer ce qu'on appelle la dominance de Lorentz quand on a des revenus globaux égaux. Et dans ces cas-là, ce qui est intéressant, c'est que mon moteur d'explication est complet. Ça, on le sait depuis 70 ans au moins. Mais par contre, et ce qui est nouveau, c'est qu'on a prouvé que trouver des explications, c'était quand même un problème, enfin des explications courtes, c'était quand même un problème difficile. Mais on arrive à les calculer correctement. Si on rajoute le fait qu'on a le droit d'introduire de l'argent magique, c'est-à-dire qu'on a de la dominance de Pareto, la même que tout à l'heure, finalement, j'ai le droit de rajouter sans contrepartie de la satisfaction à droite ou à gauche. Ça reste complet, enfin mon moteur reste complet. Trouver une explication, ça reste NP complet, parce qu'on a toujours un certificat qui est l'explication elle-même, et c'est au moins aussi difficile que le problème précédent. Mais là, on n'arrive pas à avoir un calcul, enfin, nous en tout cas, on n'arrive pas à avoir un algorithme efficace pour calculer les meilleures explications. Et c'est encore pire quand on autorise les actions qui correspondent à l'information préférentielle, où là, on ne sait même plus si le modèle est complet. Par ailleurs, avec Manuela Moussou, Vincent Mousseau, Wassila Werdan, Christophe Labroche et Nicolas Maudet, on travaille sur le même genre d'explication, mais pour le modèle additif que je vous ai présenté par ailleurs, des résultats que je ne vais pas vous présenter ici. Donc, on arrive à avoir plein de choses. Alors, je vous ai montré les success stories. Il n'y a pas que des success stories. Il y a aussi un modèle intéressant à plein d'égards, pour lequel le modèle, on peut parler d'un modèle qui est interprétable, mais qui est difficile à expliquer parce qu'on n'arrive pas à avoir des explications qui aient les bonnes propriétés qu'on vous a, enfin, que je viens de vous présenter. Et c'est assez facile de voir que ces travaux ne demandent qu'à s'étendre parce que là, ces boîtes grises qu'on est en train de placer, il y a des hypothèses normatives, donc il n'y a qu'à varier les hypothèses normatives pour avoir plein d'autres problèmes intéressants et c'est légitime de les faire varier parce que les situations de décision, elles sont vraiment protéiformes déjà, elles aussi. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement ici, et dans ce que je vais vous présenter, c'est le fait qu'on commence à s'ouvrir vers le raisonnement de plusieurs manières, vers le raisonnement non monotone, vers le raisonnement incertain. Donc, le côté où on remet en cause le modèle, d'une part. L'autre côté, c'est cette relation entre ce que je sais du modèle et ce que je vous dis du modèle. Donc ici, c'est assez facile de voir l'information préférentielle comme l'information que je recueille pas à pas. Donc au début, je n'ai pas d'information du tout. Et puis mon information ne fait que grossir. Mais je peux aussi avoir utilisé une technique d'apprentissage, par exemple, qui respecte l'incertain et qui me dit, bah non, en fait, j'ai toujours ce polytope, en fait, il provient pas d'informations préférentielles, il provient d'informations, enfin, il provient de ce que mon modèle m'a donné comme imprécision structurelle. On a qu'à prendre un modèle Crédal, par exemple. On a aussi des travaux avec Eno Iquilo dans ce domaine. Ou on pourrait aussi imaginer que j'ai un modèle qui me donne une information précise, un modèle de machine learning conventionnel, par exemple, mais par contre que je veuille préserver l'anonymat. Donc là, il y a plein de relations à regarder dans ce domaine-là. Et puis, évidemment, après, on peut vouloir aller vers les applications. Et les applications, il y en a, à mon avis, de deux ordres. Des applications collaboratives, où le but de l'explication, c'est de se mettre d'accord et de bien représenter ce qu'un décideur veut faire. Donc, c'est le projet de licitation depuis toujours. Donc, et c'est difficile. On peut aussi se mettre dans un contexte adversarial, où on a
la décision, je l'ai prise dans un coin, c'est moi le décideur, j'ai pris ma décision dans un coin, mais elle impacte des tierces parties. C'est Parcoursup et j'ai décidé que A était meilleur que B, B peut ne pas être content et dire non, je suis pas d'accord. Et là, il faut que le décideur rende des comptes. Donc, on peut s'assurer de la régularité procédurale avec des explications probantes, ou on peut peut-être essayer de commencer à s'assurer de l'adéquation générale du modèle avec ces explications probatoires. Et voilà, je pense que ça ouvre des champs qui n'étaient pas possibles, en tout cas avec les outils sur étagère. Je dis pas qu'il n'y a pas des travaux dans ce domaine et dans le domaine de l'intelligence artificielle dans cette direction depuis très longtemps, mais en tout cas, l'XAI telle qu'elle est à la mode propose des outils qui ne permettent pas du tout de répondre à ces questions, à mon sens. Et voilà, j'en ai terminé. Et